Le 25 août, un prêtre veut me voir et se présente au cabinet du docteur Rousset, se présentant comme le nouveau coursier du réseau Wall. Le docteur vient me chercher et je me glisse dans une pièce privée juste à côté de la salle d'attente. Mes yeux tombent sur un ecclésiastique costaud aux yeux bleus perçants, à la bouche serrée et au menton carré. Je remarque que l'abbé Robert Allèche me regarde fixement et qu'il est mal à l'aise lorsqu'il me demande si je suis Marie Monin. Je suis tout à coup figée d'horreur. Il a un accent allemand. Il m'explique alors qu'il est alsacien et qu'il est curieux de la Warren Saint-Hilaire en banlieue parisienne. Il s'excuse que ses collègues du réseau Wall ne m'aient pas prévenu de sa venue. Il est vrai maintenant qu'en me livrant 109 photos et cartes recueillies avec soin par son réseau de scouts et de responsables de jeunesse, il me dit que c'est sa dernière visite, car il pense que la Gestapo est sur ses traces et qu'il enverra quelqu'un d'autre pour livrer les microfilms à l'avenir. L'abbé Allèche nous explique qu'il faut faire profil bas suite à l'arrestation d'un collègue du Wall, également connu sous le nom de Gloria SMH, avec une liste dans sa poche. Il me dit alors qu'il est très inquiet pour sa propre sécurité, m'avertissant que Lyon est extrêmement menacé et qu'il faut faire preuve d'une grande prudence. Puis, il me demande de lui fournir une émetteur radio pour que son réseau puisse communiquer directement avec Londres, plutôt que de se rendre à Lyon pour donner les documents. Le grand avait fourni à l'abbé un manuscrit, rappelant une chose dont on avait discuté dans le passé. J'étais rassurée. J'ai donné à l'abbé une enveloppe d'argent et je lui ai dit que Dieu vous garde. Puis, il a rangé l'argent dans son sac, mis son béret et est parti. Après son départ, nous avons discuté avec le docteur Rousset. Nous avons décidé de l'accueillir dans la section F, pour que l'abbé puisse les aider à Paris. Son nom de code sera Bishop. Mais la semaine suivante, un coursier venant de Marseille nous a annoncé que le réseau Wall avait été complètement dévasté par des arrestations. Le Grand et Germaine Tillon étaient tous deux aux mains de la Gestapo. Ce même coursier a été arrêté peu de temps après et a disparu. J'explique la situation à Londres et leur demande des instructions. Ils m'avertissent de couper le contact avec l'abbé Allèche, car il est considéré comme un traître et travaille en réalité pour Bleicher. On me donne l'autorisation une nouvelle fois de l'éliminer. Je confie à Londres que tout cela me met mal à l'aise. Puis, Allèche réapparaît le 2 septembre et je lui demande de s'expliquer. Il m'assure qu'il est lui aussi inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Legrand, mais qu'il ne veut pas m'alarmer avant d'être sûr de ce qui s'est passé. Quant à Germaine Tillon, il a appris que récemment, elle avait été arrêtée. Il a réussi à retrouver Gabrielle Picabia et lui a remis l'argent avant de perdre le contact avec elle. Je lui demande de me le décrire. Il me dit qu'elle est grande et blonde, alors qu'en réalité, c'est une petite brune. Il se rend compte de son erreur et me demande de l'aider. J'ai été complètement refroidie par son insistance à être mis en contact avec d'autres membres de son réseau au cas où je disparaîtrais du jour au lendemain. Pourquoi veut-il connaître d'autres noms? Pourquoi pense-t-il que je vais disparaître? J'étais remplie de doutes. J'ai donc demandé à Baker Street de vérifier l'identité de Allèche. Mais on ne trouvera rien. On m'encouragera à ne plus avoir affaire à lui. Le 1er octobre, Allèche est revenu avec un autre lot de films, de papier et de cartes pour Londres. Il devient un informateur en or. Baker Street me donne alors l'autorisation de lui remettre 100 000 francs et même un poste de radio qui venait tout juste d'arriver. En retour, je lui demande d'obtenir pour la prochaine fois des informations militaires spécifiques qui aideraient les futurs plans alliés. Londres avait des doutes à ce sujet, mais vu la qualité des documents, mes propres doutes commencent à se dissiper. Mais c'est bien plus tard que j'ai appris qu'en réalité, l'abbé Allèche était l'agent Axel de l'Abwehr. Grâce à l'argent du SOE, il vivait une vie de luxe à Paris en compagnie de 2 paroissiennes qui étaient ses maîtresses. Il avait réussi à s'infiltrer dans notre réseau et moi, je n'y ai vu que du feu. C'est lui qui a informé ses officiers traitants de l'Abwehr, ce qui a mené la Gestapo au réseau Wall pour le liquider. En arrêtant les membres de ce réseau, les Allemands ont fait main basse sur le dossier qui contenait des photographies et des plans de défense côtière de Dieppe en Normandie, avec des détails très précis. L'Abwehr a donc prévenu le haut commandement nazi qu'il devait se préparer à une attaque sur la Manche. Une semaine plus tard, le 19 août, les commandos britanniques se sont heurtés à un feu nourri des Allemands, mettant en échec cette opération. Sans le savoir, j'étais dans la ligne de mire des nazis.
Après toutes ces arrestations, j'ai décidé de demander à Londres un billet pour un clipper au départ de Lisbonne, pour que je puisse déguerpir si nécessaire. Je pense que mon heure est venue. Vichy connaît maintenant mon adresse, pas mon identité, mais ce ne sera pas difficile à deviner. En partant, j'ai peur que ça crée davantage de problèmes pour ceux qui sont restés derrière moi. Pour aider mes successeurs, je commence à transférer du matériel, comme des timbres officiels pour la fabrication de faux papiers chez un ancien coiffeur de Mayfair dont le nom de code est Nicolas. Il est très discret, et je n'ai pas d'autre choix que de lui confier tous ces objets précieux. J'ai prévenu également Londres que je ne peux plus héberger Célestin, car je crains que ma maison soit surveillée. J'espère sincèrement qu'il trouvera un endroit où vivre. Malgré le risque, Peter Churchill me persuade d'aider Olive à s'évader. Je décide donc de retarder mon retour à Londres et, au cas où l'opération échouerait, de contacter un colonel de l'armée française sympathisant de la cause pour qu'il puisse entamer des négociations avec le commandant de la prison de Montluc et convenir du montant du pot de vin qui permettrait la libération d'Olive. Germaine Guérin m'a prêté un appartement rue Garibaldi, qui se situe tout près de son bordel. Je pense sincèrement que ce déménagement va me faire gagner du temps. J'aide Célestin à prendre ses quartiers dans les greniers du château de Hurlevent, un édifice situé à Fézin, au sud de Lyon. Il doit prendre la place de Zef et s'occuper de l'émetteur radio. Le 24 octobre, il passe 48 heures sur son émetteur pour organiser des parachutages d'armes et d'explosifs. Les propriétaires du château, monsieur et madame Jourdan, ont coupé le courant, ce qui est un signal pour prévenir du danger. Célestin regarde par la fenêtre et constate qu'il est cerné par des agents de la Gestapo en civil. Il est trop tard. Tout le monde est mis en joue. Célestin est l'un des premiers opérateurs radio à tomber lors de l'opération Donard. Mais ce ne sera pas le dernier. Notre arrestation aura lieu. Quelques heures après toutes ces arrestations, le SOE envoie des dizaines de courriers pour donner l'alerte dans toute la zone libre. Pour ma part, l'arrestation de Célestin m'a rendue nerveuse. 2 jours plus tard, je harcèle Londres pour obtenir mon billet pour le Clipper. Billet qui n'est pas encore arrivé. On me dit que je dois d'abord fournir les détails de mon passeport. Je les transmets le 4 novembre. Le lendemain, Nicolas Boddington ordonne au bureau new-yorkais du SOE de me faire parvenir les visas et le Lisbonne-Londres dans les plus brefs délais. Dorénavant, il est urgent de partir. En attendant le départ, je mets au point de nouveaux plans pour les hommes de Castres. Pour faire libérer Olive, nous avions volé une voiture d'état-major allemand avec des plaques d'immatriculation authentiques et un uniforme SS pour le conducteur. 2 de mes agents, Henry Alfred Newton, doivent se déguiser en gendarmes et 2 autres doivent se faire passer pour des officiers de la Gestapo en civil. Je leur ai expliqué comment ils devaient signer le registre à leur arrivée à la prison, puis produire 4 formulaires de transfert du prisonnier qui seront fournis par l'un de mes nombreux experts en contrefaçon, avec ordre de transférer les prisonniers britanniques dans une autre prison. Une fois les prisonniers sortis, la Gestapo doit les entasser dans le véhicule et, suivis par les gendarmes, partir à toute allure. Si les gardiens soupçonnent quelque chose, il faut que nos agents habillés en Gestapo appuient sur la sonnette d'alarme quand malheur, puis s'emparer des téléphones pour empêcher les appels à l'aide et tirer sur toute personne qui tenterait de poursuivre la voiture. Il a été difficile de trouver des uniformes à la taille des frères Newton. Ils étaient beaucoup trop costauds, les tenues étaient trop serrées sur eux. Alors j'ai recruté 2 véritables gendarmes qui étaient prêts à déserter et à faire le travail. Je suis ensuite allée à Limoges voir Marcella Lescia, qui me remontait toujours le moral. Le dernier briefing était prévu le 11 novembre, car l'opération devait être menée aux premières heures le lendemain. J'ai prévenu les hommes que je risquais de partir brutalement, et au cas où, je leur donnais 30 000 francs pour couvrir les frais des instructions minutieuses, y compris sur la façon de trouver de l'aide pour traverser les Pyrénées jusqu'en Espagne. Le consulat américain à Vichy m'a contacté pour donner des nouvelles de l'opération Torche, l'invasion de l'Afrique du Nord, affirmant qu'elle était imminente. Nous savions que les Allemands allaient entièrement occuper la France, donc je devais partir, sinon j'allais en subir les conséquences. Même si je voulais que l'opération de Castres réussisse, je devais préparer mes affaires. J'ai dépêché un opérateur radio pour les frères Newton et j'ai détruit tous les papiers qui restaient dans mon appartement. J'ai donné à Nicolas le dernier sceau pour les faux papiers et un certain nombre de cartes de rationnement vierges. J'ai laissé 200 000 francs aux demoiselles Fellow pour les distribuer aux frères Newton à Vic, de la filière évasion,
et à l'opérateur radio Edward Seff. Mes amies religieuses et la mulatière ont trouvé une planque pour une coursière en fuite, puis j'ai pris un dernier contact pour le commandement de Montluc pour finaliser la libération d'Olive. Le 8 novembre 1942, les forces américaines débarquent en Afrique du Nord. Vichy rompt les relations diplomatiques avec les États-Unis et fait interner le plus haut fonctionnaire de l'ambassade, le chargé d'affaires, Pickney-Tock. Hitler, lui, envahit immédiatement la zone du Sud, en déchirant les accords d'armistice. Ce matin-là, je me suis levé tôt, et dans les rues curieusement vides, j'ai croisé un ancien agent des services secrets français. Il m'a conseillé vivement de partir, mais je lui ai dit que je ne partirais pas avant d'avoir vu les frères Newton, qui étaient allés rencontrer un gendarme ami au sujet de l'opération de Castres et devaient se présenter à mon appartement à 18h. Mais ils ne sont jamais venus. Même Nicolas, qui devait me donner de nouvelles instructions, n'est pas venu non plus. J'ai pensé qu'ils étaient nerveux à l'idée de venir à l'appartement, ou qu'ils tenaient pour acquis que j'étais partie. Je suis sortie à 21h pour retrouver l'agent des services secrets français pour obtenir de nouvelles informations. Il m'a alors supplié de disparaître immédiatement, car ma vie était en jeu. Plus personne ne pouvait m'aider à présent. Les Allemands savaient tout sur moi et se préparaient à me cueillir. Il avait même appris qu'une avant-garde atteignait Lyon entre minuit et le matin. Je suis repassée une dernière fois dans mon appartement. J'ai empaqueté le reste de mon argent avec un sac de vêtements et j'ai traîné sur 3 km Cuthbert jusqu'à la gare. J'ai réussi à prendre le dernier train pour le sud, qui est parti à 23h. Je me suis dirigée vers Perpignan et personne n'était au courant de ma destination. Après une nuit d'insomnie, je suis arrivée à Perpignan, qui se trouve à 30 km de la frontière espagnole. Je me suis rendue à l'hôtel de la Cloche, dont les propriétaires sont des sympathisants, puis je me suis terrée dans ma chambre jusqu'à l'après-midi. Je savais qu'un contact se prénommant Gilbert passerait 1 heure sur la place tous les jours entre 14h et 15h. Il m'a reconnue et il connaissait mon nom de code, Germaine. Il m'a ensuite fait un signe de le suivre dans une rue latérale pour que l'on puisse parler. Il m'a alors dit que ma seule chance de m'en sortir était de m'échapper par l'un des cols les plus escarpés des Pyrénées, au-delà des glaciers et des pentes raides du massif de Canigou. Il m'a dit qu'il allait me trouver un passeur ou un guide en montagne, mais j'avais très peu de chances de réussir. Les passeurs n'aiment pas emmener les femmes, que ce soit en été comme en hiver. Dans ces circonstances, je devais payer 20 000 francs par tête. Et pour que cela en vaille la peine, il fallait que j'emmène 2 autres fugitifs, 2 hommes que je ne connaissais pas, mais qui attendaient depuis un certain temps. Il m'a alors dit qu'il n'avait pas encore reçu d'argent, et donc je devais attendre. J'ai donc payé 55 000 francs pour nous 3, et je ne pouvais plus attendre. Gilbert m'a alors promis de me recontacter dès qu'il aurait des nouvelles. Le seul objectif pour moi était de cacher ma prothèse. Sinon, tout espoir de fuite était foutu. Je suis repartie dans une chambre d'hôtel, attendant l'ordre d'évacuation. J'ai attendu 24 heures, et j'ai reçu un mot vers midi m'annonçant que quelqu'un viendrait me voir en fin d'après-midi. À la tombée de la nuit, un passeur était là, et je me suis glissée à l'avant de sa camionnette, dans l'obscurité, pour éviter que quelqu'un ne me voie. Je lui ai transmis la moitié de la somme. L'autre moitié serait donnée de l'autre côté de la frontière. J'avais distingué 2 hommes à l'arrière. L'un s'appelait Léon Gutmann et l'autre Jean Alibert. Les 2 hommes m'ont remercié d'avoir payé leur voyage, mais ils pouvaient être de futurs recrues pour une prochaine mission. Après quelques heures de route, nous nous sommes arrêtés pour dormir, mais je pensais sans cesse à ceux que j'avais laissés derrière moi. J'avais le cœur brisé de ne pas pouvoir terminer l'opération de Castres, mais j'espérais que ça s'était déroulé comme prévu. Non sans mal, nous avons commencé à prendre la route sur un terrain devenant de plus en plus raide. Mon moignon me faisait de plus en plus mal, mais je devais m'accrocher, car il restait encore 80 km à parcourir sur un terrain qui allait devenir de plus en plus difficile. Ensuite, on a dû grimper un dénivelé de 1500 mètres dans des conditions hivernales des plus cruelles. Chaque pas me faisait mal à cause de ma prothèse, et mon sac, qui était lourd, me déchirait l'épaule et entaillait ma main gelée. La souffrance déformait mon visage. Mon sang battait dans mes tempes et me sentant comme étourdi, du sang s'écoulait de mon moignon, qui était maintenant une plaie ouverte. Je me suis une nouvelle fois rappelé les paroles de mon père lors de mon rêve. Cela m'a donné le courage de continuer. Maintenant, c'est Cuthbert qui me lâche. Ses rivets se desserrent lentement sous la tension que j'utilise. Mais je dois me battre pour continuer. Une fois qu'on a atteint le col de Manté, le guide nous a laissé nous reposer dans une cabane de berger et on a pu manger des morceaux de sucre et des biscuits.
Puis, nous nous sommes blottis les uns contre les autres pour nous réchauffer. Mais j'essayais de cacher ma prothèse, tout comme ma chaussette, qui était imbibée de sang. J'en ai profité pour envoyer un message à Londres, grâce à une radio plus légère cachée dans mon sac. Culbert est fatigant, mais je peux faire face. L'officier qui a pris mon message m'a répondu que si Culbert était fatigant, je devais le supprimer. Je crois qu'il ne savait pas que c'était de ma prothèse dont je parlais. Ça m'a fait sourire sur le coup. Le lendemain, nous avons repris la route aux aurores. Le chemin est encore plus raide et les montagnes semblaient des forteresses entre nous et l'Espagne. À midi, nous avons atteint le dernier col, à 2400 mètres d'altitude, près du cône rocheux du pic de la Dona. Nous avons vu l'Espagne devant nos yeux. Et pour nous, elle symbolisait la liberté. Le passeur nous a laissés dorénavant seuls. Je lui ai donné le reste de l'argent et nous avons dû encore parcourir 30 kilomètres. Nous avons marché jour et nuit, car notre volonté était d'atteindre le train du matin pour Barcelone et ensuite atteindre le consulat américain. Je disais à mes compagnons de continuer malgré la douleur. Nous étions à bout de force. Je devais marcher d'une certaine manière pour pouvoir maintenir Cuthbert en place jusqu'à la fin. À l'aube, nous avons enfin atteint Saint-Juan, puis nous nous sommes rendus à la gare qui ouvrait à 5h45 du matin. Une fois à bord du train, nous savions que nous étions en sécurité. Le but maintenant était de se cacher et de se réchauffer jusqu'à l'arrivée. Mais malheureusement, une patrouille de la police paramilitaire est arrivée. Ils n'ont eu aucun mal à nous repérer. Nous étions avec des vêtements sales. J'étais à l'aise en espagnol. Alors je leur ai expliqué que j'étais américaine et que j'avais fait une simple course en montagne. Nous avons été arrêtés comme réfugiés sans papiers et sans ressources, puis on nous a emmenés au poste de police, puis à la prison de Figueras. Gutman et Alibert ont été ensuite transférés dans un célèbre camp de concentration de Miranda del Ebro. Tout ce chemin pour arriver derrière les barreaux. J'avais échappé à la Gestapo et à l'Abwehr. Une fois arrivé ici, j'étais mise en prison. Je suis arrivée au poste de police de San Juan de las Abadesas. Puis j'ai été emmenée à Figueres, dans une cellule crasseuse et pleine de puces. Il y avait déjà plusieurs femmes qui s'entassaient à l'intérieur de la cellule. Je devais à tout prix sortir de là, car si la Gestapo me réclamait au gouvernement franquiste, on me livrerait. Le danger était encore bien présent. Je passais mes nuits blanches à réfléchir à comment m'évader. Puis, une de mes compagnes de cellule, qui était une prostituée de Barcelone, m'annonça qu'elle arrivait à la fin de sa peine. Je me suis alors liée d'amitié avec elle et je lui ai demandé de faire passer une lettre codée au consulat américain. Une fois libérée, elle donna la lettre et une semaine plus tard, j'ai été libérée sur parole. Dès mon arrivée au consulat américain de Barcelone, j'ai pris un bon bain chaud. J'ai enfin pu dormir dans un lit propre et j'ai rassuré ma mère que j'étais en sécurité. J'ai pris 2 jours de repos, puis je me suis remise au travail. J'ai demandé un visa pour pouvoir me rendre en Angleterre. J'ai rédigé un long rapport qui est arrivé par valise diplomatique au SOE et qui comprenait des arrangements minutieux pour les personnes et le matériel que j'avais laissé derrière moi à Lyon. J'ai pressé Baker Street de faire libérer Gutman et Alibert du camp de Miranda del Ebro, car à l'avenir, je souhaitais travailler avec eux. Mon objectif était de retourner sur le terrain dès que possible, à condition que Londres m'aide à changer d'apparence. Je me suis envolée pour Londres le 19 janvier 1943. Et une fois arrivée en Angleterre, il y avait une belle limousine Amber qui brillait de 1000 feux. Je ne crus pas à mes yeux que cette limousine était pour moi. Elle devait me conduire à Londres. La limousine est passée sous l'arche qui menait à Orchard-Court, puis j'ai monté les 2 étages et Park m'a ouvert la porte avant de céder la place à Maurice Bookmaster. Tous m'ont réservé un accueil enthousiaste. J'étais la seule agente à avoir survécu le plus longtemps sur le terrain. J'étais devenue une légende parmi le SOE, ce qui me flattait. Après avoir donné mon avis sur les bons et les mauvais agents, on m'a interrogé sur Alech, l'homme déguisé en prêtre, car on le soupçonnait d'être l'agent double le plus meurtrier de la guerre. J'ai alors demandé des nouvelles de ce qui s'est passé à Lyon après mon départ. Apparemment, Reck avait été libéré du camp de prisonniers de guerre avant que les nazis ne s'emparent de lui. Puis il m'a cherché dans Lyon et avait appris que j'étais partie précipitamment. Il voulait lui aussi me rejoindre en Espagne. Olive avait été libéré grâce à une intervention de dernière minute auprès du directeur de la prison. Il se cachait dans le salon de coiffure de Madame Gilbert, rue de la République à Lyon. Le docteur Rousset avait été arrêté par la Gestapo. Germaine avait été également arrêtée. Une fois qu'elle n'avait plus d'utilité,
Ils l'ont déporté au camp de Ravensbrück, au nord de Berlin. J'ai appris que tout mon réseau était désormais en danger de mort, et ce curé y était pour quelque chose. Genet avait été arrêté, puis déporté au camp de concentration de Buchenwald. Il fut retrouvé dans le wagon à bestiaux, sans vie. Les frères Newton ont également été arrêtés et torturés par Klaus Barbie, qui me recherchait activement. Malgré la douleur, ils n'ont jamais parlé. Les derniers membres du réseau ont essayé de chercher Alech, l'homme habillé en prêtre qui nous avait trahis. Mais il avait disparu. Comme j'avais disparu, il est parti poursuivre sa mission d'infiltration en Normandie. Mais un jour, il y aura une justice pour tout ce qui a été fait. Je me sentais fort responsable de l'arrestation des membres de mon réseau. Et pour eux, je me devais d'y retourner et de continuer le combat. Le 17 mai 1943, j'ai pris l'avion en direction de Madrid, sous une nouvelle couverture. J'étais une correspondante étrangère pour le Chicago Times. J'étais loin du danger de la Gestapo, mais j'étais également loin du travail ennuyant que j'effectuais derrière un bureau à Londres. Ma première mission était d'établir une nouvelle couverture. Une fois que cela aurait été fait, je devais organiser des planques espagnoles et des filières de passage pour les réfugiés de la résistance française. Je savais que l'Abwehr local était à ma recherche en Espagne. J'ai reçu l'ordre de ne pas rendre visite au chef espagnol du SOE sous le nom de code HX dans l'ambassade britannique. Je devais attendre un rendez-vous fixé par HX lors d'une des nombreuses soirées cocktails auxquelles je devais assister sous la chaleur écrasante de l'été madrilène. Je devais demander la permission pour faire le moindre pas. Je devais me tenir prête pour entreprendre n'importe quelle tâche, comme coursière entre Bilbao et Madrid, par exemple. Entre-temps, j'ai réussi à exfiltrer des pilotes, des agents, des résistants et des réfugiés de France. HX trouvait que j'étais qualifiée pour diriger moi-même une filière d'évasion en Espagne. Il voulait que je reste autour d'un travail féminin, c'est-à-dire être capable de donner et d'accepter des réceptions. J'étais une nouvelle fois sous-estimée par mes supérieurs. Je voulais retourner au sud de la France et être au cœur de l'action, mais le SOE a refusé. J'ai même demandé si je pouvais faire une formation d'opérateur radio. On m'a également refusé cette demande. On m'avait interdit de nouer des alliances avec mes compatriotes de Madrid. En juillet, on m'a annoncé que j'ai été nommé MBE, ce qui veut dire Member of the Order of the British Empire. Comme j'étais sur le terrain, il n'y eut aucune célébration. Je continuais mon travail. Je continuais à faire traverser des évadés par les Pyrénées. Je leur fournissais ensuite des planques et des papiers espagnols pour les aider à retourner en Grande-Bretagne, soit par Gibraltar, qui est tenu par les Britanniques, soit par le Portugal. J'ai pu aider Marcel Lescia et Élisée Allard, qui avaient énormément de courage à Limoges. Ils sont arrivés amaigris et épuisés à Madrid, après avoir passé 8 mois dans les prisons espagnoles. Je me suis donc arrangée pour qu'ils aillent tous les deux à Londres, pour recevoir une formation officielle du SOE avant de retourner éventuellement en France. Je leur ai fourni des documents pour les exfiltrer par le Portugal. Ils sont arrivés à Baker Street le 10 octobre 1943. Je voulais me rendre utile, car boire du champagne et manger du cochon de lait lors des fêtes bien arrosées de Madrid, c'était bien beau, mais j'en avais assez de cela. J'ai proposé à Maurice Buckmaster de surveiller les journaux français et allemands pour mes anciens collègues de la section F, mais pour moi, ces 4 mois d'essai à Madrid devaient se terminer ici. Je ne voulais plus de cette belle vie, alors qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire en France. J'ai insisté pour retourner en France en tant qu'opératrice radio en compagnie de Lescia et Allard, qui étaient d'accord que l'on fasse équipe. Buckmaster m'a alors répondu négativement. Pour lui, je serais grillée au bout de quelques jours et je mettais tout le monde en danger de mort. Il m'a alors proposé de revenir à Londres pour être officier de briefing pour les gars et m'a certifié que je pourrais peut-être retourner sur le terrain lorsque les Alliés lanceraient l'invasion de l'Europe. Je suis revenue à Londres au moment de Noël et je fus placée aux côtés de Vera Atkins, dont le travail consistait à s'occuper des agents sur le point d'être envoyés en mission. Je m'occupais donc de débriefer les agents qui revenaient de mission et de briefer ceux qui allaient partir. J'ai pu retrouver de vieux amis, britanniques et américains. Ces retrouvailles m'ont fait du bien au moral. Mais je n'ai pas renoncé à mon objectif, qui est de suivre une formation d'opérateur radio. Je savais qu'on en avait besoin. Je savais également que les chances de survie étaient minces. Dorénavant, s'il y avait encore un refus, je paierais les 6 semaines de cours de ma poche. J'ai donc intégré l'école de radiotélégraphie du SOE à Thames Park, dans l'Oxfordshire.
et j'espère profiter du fait que les Alliés auront désespérément besoin d'opérateurs de radiotélégraphie en France avant le débarquement prévu pour l'été. Nous devons transmettre le morse à une vitesse de 25 mots par minute, et on doit s'exercer au-dessus d'un arbre dans la campagne. Comme je ne suis pas comme tout le monde, parce que je n'ai pas passé de test avant mon arrivée, comme le veut la procédure normale, la direction a envoyé un câble à Baker Street pour demander s'il y avait des sujets qui ne devaient pas être abordés en ma présence. Ce qui les dérangeait également, c'est que tous les samedis, je voulais me rendre à Londres, alors que normalement, tous les élèves doivent être confinés dans l'enceinte de l'école jusqu'à la fin de la formation. L'OSS, qui avait été créé par Roosevelt en 1942, a demandé au SOE si j'étais un bon agent. Ce à quoi on a répondu que j'étais un très bon agent. Je voulais retourner sur le terrain, et pour moi, l'OSS était la meilleure chance. Alors je me suis engagée dans la section des opérations spéciales de l'OSS. J'étais parmi les rares personnes à être transférées du SOE à l'OSS pendant la guerre. Mon salaire était 35% plus élevé qu'au SOE, mais je m'en foutais. Alors j'ai demandé que la quasi-totalité de mon salaire soit envoyée à ma mère. Mon seul but était de retourner sur le terrain pour continuer la lutte. Le 21 mars 1944, moi et Henri Lasso, qui avait pour nom de code Aramis, avons été déposés sur la plage de Beggan-Fry en Bretagne. Je portais le nom de code Diane au sein de l'OSS. Et pour éviter que les Allemands ne me reconnaissent, j'avais changé d'apparence. Les maquilleurs d'Hollywood m'ont appris à dessiner des rides plus vraies que nature autour de mes yeux. J'étais habillée comme une paysanne, j'avais une blouse en laine qui était ample et plusieurs jupes à basque qui grossissaient ma corpulence. Les vêtements que je portais avaient été vérifiés par des réfugiés juifs. Ils étaient abîmés pour faire une nouvelle fois plus vrai que faux. J'avais même pris le soin d'aller voir un dentiste pour limer mes dents pour qu'elles ressemblent à celles d'une paysanne française. J'ai même réussi à changer ma démarche. Je traînais plus souvent les pieds. Je savais que tous les Allemands me recherchaient comme la dame qui boite. La Gestapo m'avait donné le nom de code Artemis, le nom de la déesse grecque de la chasse. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ils m'avaient donné ce nom de code car c'était eux qui me chassaient et non moi. Notre mission en France est de créer un nouveau circuit qui porterait le nom de code Saint. On doit trouver des planques pour d'autres agents et opérateurs radio qui sont en fuite dans le centre de la France. Aramis doit être mon chef. Il a reçu 1 million de francs pour les frais à venir. Et moi, je serai son assistante et radiotélégraphiste et j'ai reçu 500 000 francs. Je ne compte pas me laisser commander par un novice. Maintenant que je suis de retour en France, j'ai de grandes ambitions et puis j'ai des comptes à régler ici. Le temps de concevoir des filières pour observer est révolu. Maintenant, il est temps de former des armées de guérilla et d'agir. J'ai pu tester mon déguisement pour la première fois le soir suivant, avec Aramis, quand nous sommes arrivés à la gare Montparnasse à Paris, où les agents de la Gestapo observent chaque passager avec des regards agressifs. Ma valise contient un émetteur radio sans fil. C'est une nouvelle radio, mais elle pèse encore 15 kilos. Pour éviter les soupçons, je dois prendre la douleur sur moi-même et faire comme s'il n'y avait que des vêtements à l'intérieur. Heureusement, les agents de la Gestapo n'ont rien eu à faire d'une vieille dame comme moi. Le déguisement, cette fois, a marché. Une fois à Paris, je voyage dorénavant sous le nom de code Marcel Montagne. Aramis ne cesse de se plaindre de son genou, car il s'est fait mal en débarquant en Bretagne. Je suis exaspérée, car ce n'est pas le moment de se faire remarquer. Paris est encore plus tendu et déprimé qu'à ma dernière visite. Une ancienne amie étudiante m'a recommandé d'aller chez Madame Long, qui habite rue Babylone. Elle m'a offert l'hospitalité sans problème, mais elle n'aime pas Aramis. Elle a insisté pour le conduire dans une prison tenue par une amie gaulliste. Je peux utiliser tout l'appartement, tandis qu'Aramis, lui, ne peut pas revenir. Je connais bien le secteur. J'ai déjà identifié dans la Creuse une zone stratégique pour la résistance. J'ai décidé de m'y rendre avec Aramis. Nous avons donc pris le train et sommes descendus dans une petite ville qui s'appelle Saint-Sébastien et qui se trouve à 300 km au sud-ouest de Paris, où j'ai déjà pris énormément de notes sur les possibilités de sabotage des hangars et des voies ferrées. Les contacts locaux nous ont conduits à un fermier qui se nomme Eugène Lopina, à Médou-sur-Crozant. Il nous a posé quelques questions et proposé d'utiliser une petite cabane au bord de la route, sans eau courante ni électricité. Je peux émettre depuis le grenier en utilisant l'alimentation électrique intermittente. Je me sens en sécurité ici. En tout cas, plus en sécurité qu'à Paris. Le maquis local est faible et désorganisé. Il faut que la Grande-Bretagne nous fasse parvenir plus de munitions et d'armes. La priorité est de recruter et d'entraîner pour pouvoir former une unité de guérilla opérationnelle.
mes supérieurs m'ont donné la bénédiction pour que je continue la mission que je souhaite effectuer. Pour établir ma couverture de fille de ferme, donc je cuisine pour le fermier. Je conduis ses vaches au pâturage et ce faisant, j'ai trouvé plusieurs champs propices au parachutage. Ces conditions rudimentaires permettent de recueillir des renseignements, ne plaisent pas à Aramis. Il a donc décidé de repartir à Paris, chez une vieille amie de sa famille. Dorénavant, j'opère en solo, mais je vois Aramis une fois par semaine pour qu'il m'informe de ses progrès dans la recherche de planques afin que je puisse les transmettre à Londres. Aramis n'écoute jamais mes conseils, il bavarde trop et vient parfois me rencontrer sans me prévenir, ce qui constitue un risque. Ça peut éveiller les soupçons. Il devrait prendre un coursier pour que ce soit moins suspect. Mais il a décidé de tout faire lui-même. Ma patience est désormais à bout. Je veux mener ma propre mission comme je le souhaite. J'ai commencé à recruter de nouveaux membres pour la résistance, en faisant ma tournée quotidienne pour livrer le lait. En même pas quelques jours, tous les habitants, les secrétaires du maire, les facteurs du village se sont engagés. Les fermiers et les ouvriers agricoles sont prêts à m'aider et ils sont désireux de le faire. J'entreprends de transformer ces escouades paysannes en unités de guérilla organisées. Une semaine plus tard, Élisée Allard se présente à ma porte et me dit qu'elle a été parachutée juste après avoir suivi la formation officielle du SOE en Grande-Bretagne. Je l'installe dans une cabane rustique avec Marcel Lessia et un autre agent, un Belge, Pierre Guélène. Tous trois doivent préparer le jour J qui approche à grands pas. Quant à moi, je redouble d'efforts pour recueillir les renseignements sur les troupes allemandes dans la région. J'ai proposé d'aider la mère du fermier à fabriquer plus de fromage, afin de vendre le surplus à l'occupant. J'ai trouvé un petit convoi allemand, je leur ai proposé ces produits et pour dissimuler mon accent, j'ai transformé ma voix pour qu'elle ressemble à celle d'une vieille dame. Comme je comprends l'allemand, j'ai pu entendre pas mal de choses intéressantes. Puis j'ai tout transmis par radio en Grande-Bretagne. J'ai pu réaliser une esquisse des plans militaires allemands lors de mes ventes de fromage. Quelques jours plus tard, alors que je replie et range la valise de la radio pour la cacher sous les caisses et les vieux meubles dans le grenier, j'entends un camion s'arrêter. Je descends normalement de l'échelle, car je pensais que c'était Aramis. Mais ce n'était pas lui. C'est un groupe d'Allemands, avec en tête un officier qui me demande ce que je fais dans cette ferme. Je me mets dans la peau de mon personnage et je lui dis que je cuisine pour le fermier et que je m'occupe des vaches. Il n'a pas été satisfait de ma réponse. Il a ordonné à 3 de ses hommes de fouiller l'intérieur de la maison. J'entends mon cœur battre dans ma poitrine, car s'il trouve l'émetteur radio, il peut retrouver mon identité. Et là, je ne donne pas cher de ma peau. Finalement, l'un des policiers me reconnaît, comme la vieille dame qui vend du fromage, et m'en commande en jetant des pièces à mes pieds. La seule chose que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui les a menés à moi. Je suis peut-être trop audacieuse, je ne sais pas. Le 1er avril, Londres envoie une nouvelle et craint que Guélène n'a été capturé. S'il craque, la Gestapo saura que je suis revenue. Donc je suis repartie sans laisser d'adresse, pour retourner dans l'appartement de Madame Long, à Paris, et réfléchir à la suite. Je reçois l'ordre de l'OSS d'examiner les capacités de la résistance, en particulier ses effectifs, et de déterminer ses besoins. Je dois localiser les terrains d'atterrissage et des sites de parachutage, comme je l'avais fait dans la Creuse. Puis, un autre ordre est tombé. Aider la résistance et planifier des actes de sabotage. Je décide de prendre en main le réseau de résistance dans la Nièvre pour organiser des attaques éclairs sur les forces allemandes qui se dirigent vers le nord pour renforcer la Manche. L'état-major accepte, mais m'a prévenu du danger, car il y a beaucoup d'arrestations dans la zone et que je dois être prudente. Je me rends avec Madame Rabu, au domicile du colonel Vessereau, un ancien officier de la gendarmerie et ancien assistant de l'ancien Premier ministre français Édouard Daladier. Il avait travaillé d'arrache-pied pour recruter des centaines de résistants, mais il estimait que les Alliés avaient oublié son secteur. Il n'avait pas d'armes ni de munitions et manquait de nourriture et de vêtements. Grâce à mon émetteur, j'ai demandé à Londres de parachuter des armes, des munitions, de l'argent et davantage d'agents pour former les recrues. Ensemble, on a constitué une force combattante efficace. Le colonel Vessereau faisait au mieux pour me seconder. Nous avons décidé de former un maquis divisé en 4 groupes de 25 personnes pour les entraîner, les organiser, puis les armer. J'ai demandé à Madame Rabu d'être mon coursier et je lui ai recommandé de ne dévoiler à personne où je me trouvais, même à Aramis qui se trouvait toujours à Paris. Peu de temps après, j'ai appris qu'un autre agent double avait piégé Lessia et Allard. J'étais complètement effondrée de cette nouvelle.
car c'était mes premiers soutiens, mes amis. À cause de ces nouvelles arrestations, je dois une nouvelle fois déménager. Seul le colonel Vestro et son épouse savent où je me rends. Je prends mes dispositions pour qu'un nouvel agent soit parachuté à Kosne afin de me remplacer. Je pars dans une zone étroitement contrôlée par les Allemands, dans le Cher, à Sury-en-Vaux. Je prends des risques, mais cela me donne un avantage pour observer les mouvements des troupes ennemies et prendre des notes sur les effectifs et les armements. Je conserve mon déguisement et propose à un fermier de m'occuper de ses chèvres. Même si les routes sont minées, je me débrouille pour installer le troupeau et je m'appuie sur un bâton de berger en écoutant les conversations allemandes. Je sors tous les jours, même s'il pleut, mais je prends soin de ne pas parler. Le soir, j'ai énormément de renseignements à communiquer à Londres. Une semaine avant le débarquement, Londres me transmet. La période d'activité commence. Stop. Veuillez communiquer avant vendredi prochain toutes les informations recueillies depuis votre arrivée concernant les grands mouvements par train ou par route. Stop. Je dois transmettre avant le 2 juin tous les détails que j'ai observés sur les convois allemands, leur taille, leur régiment, leur itinéraire et leur ligne de ravitaillement. Je ne dors pratiquement plus. Je suis devenue accro aux pilules de benzédrine. Chaque soir, j'écoute les émissions en français de la BBC. Les messages préétablis qui annoncent que l'invasion va avoir lieu. Mais je sens que le danger est proche, car j'ai repéré des camionnettes allemandes de détection radio qui parcourent les allées. Je décide de déménager pour sauver mes hôtes. Je m'installe dans une ferme à Sury-Esbois. Le soir du 5 juin, grâce à la BBC, j'apprends que le débarquement est imminent. J'ordonne au groupe de résistants de passer à l'action, paralyser les fils téléphoniques, en plaçant des explosifs sur les routes et les voies ferrées, en faisant sauter des ponts et en enlevant les panneaux indicateurs pour dérouter les Allemands qui se précipitent en Normandie. Des nouveaux panneaux seront fabriqués et installés pour indiquer aux Allemands la mauvaise direction et les mener si possible tout droit vers le précipice. Beaucoup de chefs de groupe de la résistance m'appellent au secours pour avoir des armes et des explosifs. Quand je suis face à eux, j'enlève mon déguisement de vieille femme. Ce qu'ils ont compris, c'est qu'il n'y a que moi qui puisse décider si les Alliés peuvent soutenir ou abandonner un groupe de résistance. Je ne cesse de transmettre des messages radio pour plusieurs groupes de maquisards, mais je renseigne également à Londres le mouvement des troupes allemandes qui se dirigent vers le nord. Le 8 juillet, pour m'aider, l'OSS décide de parachuter un autre organisateur-opérateur sans fil qui porte le nom de code Léon et prendre la relève à Kosne. Le lieutenant René de Fourneau sera dépêché sur place pour être instructeur. Finalement, je reçois l'ordre de partir ailleurs. J'envoie donc un dernier message à Aramis, qui a toujours des difficultés pour sa mission. Je lui annonce que je pars pour des régions inconnues, en suivant les ordres, et qu'il va certainement avoir des nouvelles de moi par quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Puis je pars. Après une rencontre fructueuse avec Auguste Bonny, je décide de louer une chambre d'hôtel à Chambon avant de retourner à Kosne. À 3h du matin, Pierre Fayolle, un ancien officier de l'armée avec quelques-uns de ses hommes, viennent frapper à ma porte. Je lui pose une série de questions et surtout lui demande s'il est prêt à obéir à mes ordres. Fayolle me demande si j'ai une opération en tête. Je lui dis que c'est du sabotage et je lui demande de quoi il a besoin. Il me dit qu'il a besoin d'armes, d'explosifs et d'argent. Je lui dis alors qu'il doit revenir à 8h avec une voiture pour aller voir les zones de largage. Dans la matinée, nous faisons notre tournée des zones de largage. L'une me semble plus appropriée que les autres, car elle se situe sur la partie la plus élevée du plateau et porte le nom de code Brême. Et la lettre de reconnaissance pour les pilotes est R. Le service français de la BBC doit envoyer un message codé quelques heures avant le parachutage pour permettre aux hommes de se préparer. Mais je ne peux pas contacter Londres tout de suite, de peur d'être contrôlé par les Allemands. J'ai alors annoncé aux résistants que je devais faire un rapport à Londres, car je ne veux pas prendre seule la décision finale. Soit je reviendrai, soit je leur enverrai une mission à accomplir. Dans l'après-midi, je vais à la rencontre de Maurice Lebras, dans l'arrière-boutique d'une mercerie. J'ouvre ma ceinture porte-monnaie et je tends une liasse de billets. Il y a 150 000 francs. Il s'est mis à les compter, puis il m'a dit qu'il avait 152 000 francs. Je lui ai alors dit de recompter et qu'il y a bien 150 000 francs. Maurice recompte et insiste sur le fait qu'il y a 2 000 francs de plus. Je lui ai souri pour lui faire comprendre qu'il avait réussi le test d'intégrité. J'ai repoussé ma chaise et je lui ai donné un bout de papier avec un nom, une adresse et un mot de passe. Puis,
je suis partie. Le 17 juin, je signale à Londres que le groupe de Chambon-sur-Lignon compte 200 hommes et peut rapidement monter à 500. Je recommande d'envoyer d'urgence 2 officiers pour prendre la direction du groupe, ainsi qu'un opérateur radio et des armes en quantité suffisante. 2 jours plus tard, le commandant de l'OSS me remercie pour mon excellent travail et me propose de devenir moi-même l'opératrice radio de la mission en Haute-Loire. Fayolle, lui, n'a toujours pas reçu les armes et les explosifs qu'il voulait. Alors il envoie 2 personnes pour me retrouver. Je vois dans la rue de Donzy Jacqueline Decourdemanche et Éric Barbeza. Je prépare mes valises et nous partons prendre le train. Sur le quai, j'échappe au contrôle de la Gestapo. Puis il y a eu un bombardement de la RAF. J'ai dit à mes 2 compagnons de se calmer, car la RAF sait que je suis dans le train et ne le touchera pas. Tous 2 avaient peur que le pont de chemin de fer à Nevers ne soit détruit. Je leur ai dit qu'il serait détruit, mais après notre passage. Nous sommes arrivés à la gare de Saint-Étienne. Une voiture devait nous attendre pour nous conduire à Chambon, mais elle n'était pas là. Nous avons attendu en vain l'arrivée de la voiture. Je ne pouvais pas laisser mes valises, alors Eric voulait aller chercher le chauffeur à son domicile. Sur son chemin, il a croisé un homme qui lui a demandé du feu et l'a prévenu que le chauffeur avait été dénoncé et que son domicile était sous surveillance. Finalement, c'est l'ancien employeur d'Eric qui nous a sortis de la gare avant que nous ne soyons repérés. Nous avons dû réserver une chambre d'hôtel à Saint-Genest, où j'ai pu transmettre quelques informations à Londres. Durant la nuit, Eric eut l'idée de dépêcher une ambulance. On m'enveloppa dans une couverture. L'ambulance bifurqua et prit la direction de Chambon. On m'a déposé à la périphérie du Chambon, chez un prêtre qui ne savait pas qui j'étais. Je commence vraiment à avoir des regrets d'être venu. Fayolle n'a pris aucune disposition pour me loger quelque part où je puisse travailler. J'ai dû insister pour être logé chez Fayolle pendant quelques jours. Il était dans une ferme de Rioux, et pour moi l'urgence vitale était d'envoyer des informations à Londres. Je me suis installée dans une grange appartenant à un boulanger dans le village de Villelonge, qui est très proche du camp du Maquis et de la meilleure zone de largage. Je n'avais pas d'eau courante, ni d'eau chaude, mais je pouvais utiliser la grange comme quartier général. Et je pouvais faire confiance au boulanger qui me préviendrait au moindre problème. J'ai pu former mon propre groupe de partisans avec l'aide du lieutenant Raoul Le Boulico, qui porte le nom de code Bob. Ils étaient tous très jeunes, mais Bob savait maintenir la discipline auprès d'eux. Certains de ces hommes montaient la garde pendant que j'émettais. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Un paysan, qui se nommait Victor Ruel, se porta volontaire avec 150 amis et relations à s'engager dans la résistance. J'ai alors entrepris de les organiser, de les former et d'identifier des cibles appropriées pour des embuscades ou des bombardements. Londres m'a proposé les services d'Aramis. J'ai répondu que je n'avais pas besoin de lui. Mais les hommes au sein de la résistance s'étaient divisés plus que jamais. Il y avait souvent des heurts entre gaullistes et communistes, mais moi, je ne voulais pas qu'on parle de politique. Tout ce qui comptait, c'était de s'unir pour combattre les nazis. Certains ne voulaient pas s'unir, et là était toute la difficulté de la tâche. Je savais que Fayolle était contre moi. Il voulait toujours saper mon autorité. J'ai donc envoyé à Londres un message pour retirer ma validation. Nous avons eu enfin le signal que nous allions avoir un largage. Maintenant, on me surnommait la Madone, et ils espéraient tous que je n'étais pas une imposteur. Finalement, ce petit coin de France n'était plus oublié. J'ai donné l'ordre aux hommes de vite éteindre les feux et de tout récupérer et de partir dans les 15 minutes. Une fois arrivés dans la planque, moi et mon équipe avons fait l'inventaire de ce que nous avons reçu. Des médicaments, des tenues de combat avec la croix de Lorraine sur la poche de poitrine, des paires de bottes, de la nourriture et surtout des armes. Il y avait également un S-Phone, un émetteur portable en bandoulière. Notre avion larguait du matériel nuit après nuit. Je pouvais guider les pilotes grâce au S-Phone, une merveille de technologie pour l'époque. J'ai quand même essayé de me rapprocher de Fayolle et de l'aider. Mais sa devise était « tout prendre et rien donner ». Il ne voulait pas m'obéir. Il ne voulait obéir qu'au commandant Gévolt des forces françaises de l'intérieur. Grâce à la coopération de Émile Théron, le trésorier de la FFI, j'ai pu organiser nombre de sabotages. J'ai envoyé des équipes faire sauter des ponts et des tunnels pour retarder les mouvements des troupes allemandes et couper leur ravitaillement, faire sauter des routes et couper les voies ferrées et faire dérailler les trains de marchandises allemandes. La voie ferrée entre Saint-Étienne et Le Puy était désormais hors service. Le 8 août, j'ai prévenu Londres que Le Puy était en état de siège et que tous les accès principaux de la ville étaient coupés. Pour isoler encore plus les Allemands,
Il fallait détruire les lignes électriques et téléphoniques, laissant les occupants allemands sans électricité, dans l'incapacité de communiquer avec d'autres unités pendant plusieurs jours, sauf par des signaux sans fil faciles à intercepter par les Alliés. La Gestapo continuait à me chercher, surtout Klaus Barbie. Donc j'ai une nouvelle fois déménagé, cette fois dans une belle maison de 3 chambres abandonnée par l'armée du salut à Rouabe. Nous continuions à harceler les Allemands et nous les attaquions sans cesse, jusqu'au jour où ils ont décidé de se rendre. La fin août signe une sacrée victoire pour la résistance. Le 24 août, Paris était enfin libéré. Une vraie satisfaction s'empara de moi. Mais la guerre n'était pas finie. Les lieutenants Henri Riley et Paul Goualot ont été largués pour venir en renfort. Mais ils arrivent trop tard. Tout est terminé ici. Je leur ai quand même expliqué les largages, les querelles entre Français par rapport à la politique. Je voulais m'éloigner de la politique. J'ai harcelé mon quartier général pour me confier une nouvelle mission. Et Londres m'a donné l'autorisation d'aider et libérer d'autres régions de France. J'ai rassemblé mes hommes de Villelonge et je leur ai fait une offre. La plupart d'entre eux se sont joints à moi. En tout, nous étions 19. C'est suffisant pour mener des attaques commando ou réaliser des opérations très ciblées, même si tous ces hommes étaient très jeunes. J'ai demandé à Henri et à Paul d'entraîner des hommes au tir et aux tactiques de guérilla. Après un rude entraînement et après avoir vérifié l'inventaire des armes, nous nous sommes mis en route le 13 septembre, vers le nord, vers Montluçon via Clermont-Ferrand. En chemin, nous avons vu toutes sortes d'atrocités. J'ai donc été voir un commandant régional des Alliés pour lui demander conseil. Il m'a déconseillé d'aller à Montluçon, car les unités de forces spéciales y étaient déjà. Il m'a donc incité à aller du côté de Bourg-en-Bresse, près de la frontière suisse, pour contacter un avant-poste de la 7e armée américaine qui se dirigeait vers le nord depuis la côte méditerranéenne. J'ai dit à mes hommes de prendre du repos dans un hôtel. Nous repartirions le lendemain matin. Nous progressions de nouveau en territoire ennemi. À Noir-Étable, un villageois nous a prévenus du danger et qu'une bande de miliciens tirait sur tout ce qui bougeait sur la route. J'ai alors réfléchi à un plan en cas d'attaque. La voiture de reconnaissance armée de Brens et de Sten est suivie d'une deuxième voiture, précéderait le camion des armées à 800 mètres. J'ai ordonné au camion de ne pas s'arrêter, sauf s'il y avait une barricade en acier ou en pierre. Finalement, tout s'est bien passé sans incident et nous sommes entrés à Rouen. La Wehrmacht tenait une ligne solidement défensive dans les Vosges. Cela pourrait être notre nouvelle mission. J'ai réquisitionné un château abandonné à Roissia. J'ai ordonné aux hommes de s'entraîner pour se préparer à de futures opérations. Mais finalement, le commandement a refusé que je déploie mes hommes pour ce combat. Je devais laisser l'armée régulière finir le travail. Tout l'Est a pensé que le temps de la résistance est désormais terminé. Paul, Henri et moi avons annoncé aux hommes qu'on dissolvait les Giants Irregulars. J'ai tenté de leur remonter le moral, mais tous étaient déçus. Pour immortaliser les dernières heures passées ensemble, nous avons pris des photos de groupe sur le balcon. Ce soir-là, Paul et moi avons marché jusqu'au lac, on a grimpé dans une petite barque et on a ramé sous les étoiles. C'était mon ami le plus proche. Il surveillait constamment mes arrières. Il y avait quelque chose de plus fort encore, quelque chose qui faisait battre la chamade à mon cœur. Ce soir-là, j'ai laissé tomber le masque et j'ai pu redevenir moi-même pendant cet instant. Le 22 septembre, Paul, Henri et moi sommes rentrés à Paris pour nous présenter au lieutenant-colonel Paul van der Stritch, un officier de l'OSS. J'ai pu constater que Paris était redevenue joyeuse, les gens souriaient dans les rues et les drapeaux tricolores étaient partout. Paul a décidé d'aller rendre visite à son père et à sa sœur. Mais sa sœur lui a annoncé que son père était mort d'un cancer quelques mois auparavant et elle lui a présenté son mari et ses 2 filles. Paul a parlé de moi à sa sœur et dit qu'il tenait à notre relation qui naissait. Elle nous a invités à venir manger chez elle pour faire connaissance. Le 25 septembre, je suis de retour à Londres et je rédige un rapport pour les 6 mois de la mission Saint-Éclair en France. Je souligne sans cesse que ces hommes et femmes m'ont aidé dans la réalisation des opérations sur le terrain. Par contre, je n'estime pas ceux qui cherchent la gloire et les médailles. Pour moi, ceux qui se sont battus pour la liberté de la France tout en respectant leur père sont méritants. Le lieutenant-colonel van der Stritch veut me décerner la plus haute distinction américaine, la Distinguished Service Cross. Mais je ne veux pas de médaille. Je me bats pour une cause noble. L'OSS veut nous envoyer dans une nouvelle mission. Goualot et Paul seront avec moi pour travailler sur cette opération. Nous sommes chargés d'organiser des forces de résistance autour d'Innsbruck, dans le Tyrol autrichien. On craint qu'il y ait une base souterraine avec de l'armement pour continuer la lutte, une sorte de forteresse. Et si nous n'arrivons pas à monter un groupe de résistants, nous devrons empêcher cette future bataille de devenir la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain de Noël,
Paul et moi sommes envoyés au quartier général de l'OSS pour l'Europe centrale installée à Caserta, au nord de Naples. Nous devons y recevoir une formation intensive. La décision de déclencher l'opération Crocus, rebaptisée Fairmont, est officialisée en mars. On veut m'infiltrer en Autriche en escaladant le col de haute montagne et tout en portant ma radio. Paul me rejoindra plus tard, car il a un mauvais allemand. Le 10 avril, je reçois l'ordre de recruter mes propres combattants autrichiens et de dresser des embuscades soigneusement programmées contre les convois nazis. Le nom de code de l'attaque est Marie. Je suis sous le nom de code Camille et ma principale mission est de découvrir cette cache d'armes, cette sorte de forteresse qui inquiète le commandement allié. Et finalement, l'OSS a été dépassée par des événements. Le jour où je dois partir, la 7e armée américaine se trouve à 20 km de la zone censée abriter cette fameuse résistance nazie. Et finalement, elle ne rencontre aucune résistance. On décide d'annuler ma mission. Le 8 mai 1945, les combats s'arrêtent soudainement. Je ne pensais pas que la guerre allait se terminer aussi vite. La plupart d'entre nous n'y croyons pas. Finalement, Paul et moi repartons à Paris, profiter des terrasses, des cafés et du soleil, et surtout, nous profitons de notre amour. Bill Donovan a hâte de me transmettre la Distinguished Service Cross. Et le pire, c'est que c'est le président Harry Truman qui doit me la remettre en main propre. Le 13 juin, je demande au commandement à Paris de décliner cette invitation. J'étais chercher ma médaille au bureau de l'OSS à Londres. Je ne recherche pas la gloire. Cette médaille, quelle qu'en soit la distinction, je n'en veux pas. Avec Paul, nous nous rendons à Lyon avec beaucoup d'émotion. Je peux revoir certains de mes anciens amis qui m'aidaient au début et qui ont été libérés des camps de concentration nazis. Tous m'ont raconté l'horreur qu'ils ont vécue. Le prêtre Alèche, celui qui nous a vendus, je me rappellerai toujours son regard glacial et il hantera à jamais mon esprit. J'ai donc décidé de transmettre au quartier général de l'OSS un rapport détaillé avec tout ce que je savais sur sa trahison et les souffrances qu'il avait provoquées. Il fallait l'attraper à tout prix. Je ne savais pas que ce rapport serait entendu. Les services de contre-espionnage étaient à sa recherche. Il se rendit de lui-même aux Américains le 2 juillet. Il a été transféré en France pour y être jugé. J'espère que la justice fera bien son travail pour ce traître. En septembre 1945, je suis retournée aux États-Unis. Le pays a pas mal changé depuis mon départ en Europe en 1931. C'est désormais un grand pays victorieux. Je suis allée chez ma mère. Je veux dire que mon accueil n'a pas été aussi joyeux que je l'avais espéré. J'ai décidé de lui faire rencontrer Paul, mais elle l'a également accueilli froidement. Je lui ai assuré qu'il était gentil, intelligent, drôle et qu'il me rendait heureuse. Ma mère était toujours aussi froide. Donc nous avons repoussé notre projet de futur mariage et avons vécu dans le péché sans rendre notre relation publique. Quelques semaines plus tard, Bill Donovan, dans son habit de général, m'a remis en cérémonie privée une médaille. L'OSS, c'était terminé. Truman voulait le dissoudre. Donc, juste avant ma remise de médaille, j'ai démissionné. Pour moi, ma mission était terminée, mais je restais à disposition pour mon pays si une nouvelle agence de renseignement était créée. Pour m'en sortir, j'ai décidé de m'engager comme capitaine de réserve au sein de l'armée américaine. Les rapports entre les États-Unis et l'URSS devenaient de plus en plus tendus. Du coup, en janvier 1946, Truman a créé le Central Intelligence Group. J'ai tout de suite proposé mes services. J'ai donc fait jouer tous mes contacts. Finalement, j'ai reçu un accord pour entrer dans les rangs de la Central Intelligence Agency, plus connue sous le nom de la CIA. J'ai été envoyé en Italie, car la menace du communisme depuis la chute de Mussolini pesait sur le pays. Ma mission était de recueillir des renseignements politiques et économiques sur l'infiltration soviétique. Mais mon travail ne me satisfaisait pas. Alors je suis partie en 1948. Le 25 mai 1948, j'ai appris que ce prêtre espion qui se nommait Robert Alèche avait été condamné par la justice française à la peine capitale. Je peux enfin refermer ce dossier. Justice a été rendue. Au début de l'année 1950, j'ai emménagé avec Paul dans un appartement près du quartier des théâtres, à Manhattan. C'est la première fois que nous vivons ensemble. Et puis nous étions loin du regard de ma mère. Nous organisions des soirées de fête avec nos amis connus au sein de l'OSS, des soirées très sympas, qui nous rappelaient de bons souvenirs. En mars 1950, la CIA est revenue vers moi et m'a proposé de travailler comme assistance administrative au Comité national pour l'Europe libre. Mais vous vous doutez bien que cette organisation est une façade de la CIA. Depuis le 3e étage de l'Empire State Building,
J'aidais à préparer les émissions de radio Free Europe, une station de propagande pour soutenir les mouvements de résistance qui naissaient dans les pays contrôlés par le communisme. Après avoir subi un test de contrôle, j'ai appris le 3 décembre 1951 que j'étais admise au siège de la CIA et que je devais prêter serment de défendre la Constitution des États-Unis. Paul et moi avons donc déménagé à Washington, mais séparément, pour respecter la volonté de ma mère. Finalement, Paul et moi avons parlé d'avoir des enfants, mais j'avais désormais 45 ans, et il était courant à l'époque d'avoir des problèmes de fertilité à cause des pilules que l'on prenait et du stress intense. Alors nous avons décidé d'avoir des caniches, qui allaient remplacer les enfants, mais ce ne sera pas pareil qu'une vie de famille. À la CIA, j'ai chargé de superviser le recrutement et l'entraînement des unités de guérilla potentielles, ainsi que de diriger des opérations secrètes et d'organiser les lignes d'évasion. Enfin, mon expérience a compté dans ce monde de bureaucrates. À l'automne 1952, j'ai été affectée au bureau de l'Europe du Sud, où je devais élaborer des plans pour la guerre chaude et la guerre froide, et j'ai supervisé l'installation d'une radio secrète à Athènes pour diffuser de la propagande dans les pays communistes. Je n'étais plus intéressée à faire des missions dans les pays communistes. Ma santé en avait vraiment pris un sale coup. Certainement à cause de ces pilules de benzédrine, enfin, c'est comme ça. À la fin de l'année 1954, j'ai été affectée au bureau paramilitaire pour l'Europe occidentale afin de procéder à un examen pays par pays pour les besoins en matière de guerre non conventionnelle. Pour eux, le haut commandement, j'avais un sérieux problème au niveau de mes performances. Alors en mai 1955, j'ai été transférée au bureau des Balkans dans la division paramilitaire. Je devais planifier et mettre en œuvre un important projet d'action politique. J'ai traversé la France, la Suisse, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et j'ai fait un rapport complet en exposant mes conclusions et mes recommandations. Mes supérieurs ont jugé ce dossier exceptionnel et je fus l'une des premières femmes à être acceptée par les officiers les plus précieux de la CIA. Mais peu de temps après, mon supérieur a été muté et mon dossier mis sur la touche. Je devais travailler dans le vide en attendant que les choses se passent. La CIA avait créé l'opération Paperclip, qui visait à recruter des anciens nazis pour combattre le communisme, même s'ils avaient commis des crimes qui dépassaient l'entendement. J'ai appris que Klaus Barbie travaillait pour eux. Que dire ? Je suis déçue que mon pays ait pris ces criminels et les ait protégés de la justice qui devait leur être rendue. Maintenant, mon supérieur m'humilie en m'ordonnant de prendre mes ordres d'un homme qui a un grade inférieur au mien. Je suis furieuse. Toutes ces années en Europe, oubliées comme ça. En janvier 1957, j'ai été affectée au bureau de l'hémisphère ouest. J'étais responsable des opérations régionales et je participais à la guerre politique et psychologique contre le communisme en Amérique du Sud, de Cuba à l'Argentine. Le 15 avril 1957, j'ai décidé d'officialiser ma relation avec Paul et nous nous sommes mariés devant quelques amis. J'ai prévenu mon travail que mon nom n'était plus Hall, mais Gualo, et je suis partie vivre dans la maison de Paul à Chiviches dans le Maryland, dans la banlieue de Washington. En 1959, j'ai été promue au grade de lieutenant-colonel, le grade le plus élevé accessible aux femmes de cette époque. Mon mari et moi avons décidé de déménager dans une maison de campagne à Barneville, dans le Maryland. C'est à ce moment-là que mes chefs ont mis en doute mon engagement. En 1966, j'avais atteint mon 60e anniversaire et c'est la dernière fois que je quittais le parking de l'Anglais, car c'était l'âge de la retraite obligatoire. Certains agents pouvaient continuer, mais moi, on ne m'avait pas fait cette proposition. Je ne voulais de toute façon plus continuer dans ce climat. J'en avais assez d'être mise sur la touche, de peur de faire de l'ombre à l'un ou à l'autre. C'en était fini pour moi. Une fois à la retraite, Paul et moi avons planifié de grands projets pour notre maison et l'avons décorée en nous inspirant des châteaux d'Europe. Nous continuons à recevoir nos amis dans un salon inondé de lumière. Je fais du jardinage sur nos 12 hectares de terrain. J'ai fait construire une serre où je plante des légumes. On a même essayé de reproduire ce fromage français qu'on aimait tant manger, mais ça n'a pas été un grand succès. Après le repas, je m'installe à mon métier à tisser pour profiter de moments calmes. Mais ma santé se dégrade d'année en année. J'ai laissé Cuthbert de côté au profit de mes béquilles. Mais ma force manque. Alors je me sens obligée de m'asseoir dans un fauteuil roulant, observant les oiseaux par la fenêtre. Je fais des mots croisés. Je lis énormément de livres, surtout des livres d'espionnage. J'adore ça. Mes proches m'encouragent à écrire mes mémoires, mais je ne veux pas. Ma nièce me demande sans cesse de lui raconter des histoires que j'ai vécues pendant la guerre. Je lui réponds toujours par la négative.
J'ai vu assez de mes amis avoir des livres à leur sujet. Pour moi, c'en était assez. Mon Paul, qui avait atteint la soixantaine, a subi une grave attaque cérébrale et sa personnalité a changé en quelque chose de sombre et lugubre. Quant à moi, je dois faire des allers et retours à l'hôpital pour des traitements médicaux. Le 8 juillet 1982, j'ai fermé définitivement les yeux à l'hôpital Adventist Shady Grove de Rockville, dans le Maryland. Mes yeux se sont fermés sur mes 76 ans de vie, sur mes années en France. Je ne demande pas à ce que l'on se rappelle de moi. Je n'ai fait que mon devoir, car j'aimais la France. La France était mon deuxième pays, et c'est grâce à la France que j'ai pu trouver mon Paul, avec qui nous avons partagé 36 ans d'amour. Vous savez, la France m'a donné la croix de guerre pour avoir aidé la résistance, mais je ne voulais pas parler de cette médaille, car mon combat, je ne le faisais pas pour les médailles. Je suis de nouveau avec mes amis, que j'avais perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon Paul, lui, m'a rejoint en 1987, et nous savourons notre amour dans un autre monde.